On a déjà un petit peu abordé le sujet avec Bruno Cavagné il y a quelques minutes. Nous allons parler de mobilité décarbonée, un sujet qui est un grand enjeu dans le plan de relance et dans le contrat de relance qui a été signé ici entre le maire de Nice et le gouvernement. Pour en parler avec nous ce matin, Louis Nègre, bonjour. Vous êtes un peu le local de l'étape, si je peux m'exprimer ainsi. Vice-président délégué de la métropole Nice-Côte d'Azur, maire de Cannes-sur-Mer, qui est à quelques kilomètres d'ici. Également président du GART, donc avec une vision macroéconomique qu'on pourra voir tout à l'heure. À vos côtés, donc Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics. Rebonjour. Rebonjour. À vos côtés, Richard Curnier, vous êtes le directeur régional de la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour. Et donc Pascal Dazonville, vous êtes le directeur territorial Côte d'Azur d'Enedis. Bonjour. Bonjour. Le contrat de relance axe énormément sur la mobilité décarbonée. Si je devais donner quelques chiffres en ce qui concerne Nice-Côte d'Azur, il y a 460 millions d'euros qui ont été injectés sur l'extension du réseau de transport, notamment sur le tramway et sur le projet dont on parlera tout à l'heure, Monsieur Nègre, du transport par câble. Il y a 100 millions d'euros pour la modernisation du réseau et 130 millions d'euros pour le plan vélo, la création de bornes de recharge, qui est un vrai sujet, on verra, et l'électrification des bateaux à quai. C'est beaucoup d'argent, hein, comme le disait Bruno Cavagné. On joue un peu avec les chiffres en France, mais c'est quand même beaucoup d'argent mis sur la table. Est-ce qu'il faut du financement pour accélérer la mobilité, alors décarbonée pour le coup, puisque... Toujours, madame. Il faut toujours du financement. Si vous avez un projet sans financement, mettez-le de côté. On verra qu'il n'y a pas que le financement tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que votre voisin soit tout à fait d'accord avec vous. Mais... Ne trompons pas les gens. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas le financement d'un projet, n'en parlez pas. Parce que sinon, vous trompez les gens. Donc moi, je suis un être simple. 2 plus 2, ça fait 4. Et quand on fait un projet, on doit pouvoir le financer et aller jusqu'au bout. Ça assure 2 choses. D'une part, la réalisation du projet et de la crédibilité du politique. Si on ne se porte pas très bien aujourd'hui, si l'image du politique n'est pas très bonne, c'est peut-être aussi, entre autres, parce qu'on a survendu quelquefois des choses qu'on n'a jamais fait. Donc moi, ce n'est pas mon état d'esprit. J'ai 18 sur 20 par la DEFIP au niveau départemental. J'ai une dette qui baisse et j'ai jamais autant investi, notamment grâce à la métropole. Voilà où on en est. Donc il faut du financement. On va aller voir la Banque des Territoires. Donc il faut du financement pour accélérer les projets. Parce qu'on le disait tout à l'heure, est-ce qu'on est dans la relance ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans l'accélération? Puisque finalement, la mobilité décarbonée, c'était déjà là. Mais finalement, on va dire le confinement, le fait de mieux faire attention à sa planète, ça a vraiment pris peut-être dans des mentalités qui étaient encore résistantes. Donc c'est important de financer les gros projets d'infrastructure. C'est très important et je crois qu'on est à Nice et c'est le bon exemple. Tout à l'heure, vous avez la table ronde sur le plan de relance. Nous, la Caisse des dépôts, Banque des Territoires, c'est 26 milliards d'euros sur le plan de relance. Donc on a beaucoup d'argent à prêter, monsieur le maire. Et en fait, ce plan de relance, c'est sur la transition écologique énergétique, c'est à peu près 10 milliards. 10 milliards avec bien évidemment 3 piliers. Le pilier de la promotion des énergies renouvelables au travers le photovoltaïque, l'éolien, l'hydrogène, les nouvelles énergies. Deuxième axe, c'est les bâtiments, la performance énergétique. Nous avons un objectif de réhabiliter quasiment 22 millions de mètres carrés. Donc vous voyez un peu la tâche est immense. Et troisième axe, c'est la mobilité. Et je crois que Nice est un bon exemple de ce qu'on pouvait faire parce que nous sommes intervenus, Banque des Territoires, pour le financement de la ligne 1 et de la ligne 2. Donc nous avons cette spécificité, c'est de prêter sur du très long terme grâce à l'épargne des Français, grâce à votre livret A, Laurence. Donc nous le transformons et nous le prêtons aux collectivités pour justement financer, accélérer tous les projets de la mobilité. On reviendra après sur le financement et sur l'innovation et sur les nouvelles énergies surtout. Mais Bruno Cavagné, donc il faut de l'argent, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut quand même des infrastructures. Vous êtes le premier maillon finalement, parce qu'on peut avoir l'idée du politique, le financement de la banque, mais s'il n'y a pas les infrastructures, rien ne se fait. Oui, alors sur le financement, je partage ce qu'a dit Louis Nègre. On est toujours d'accord là-dessus parce que c'est vrai qu'on est dans un pays parfois où on philosophe beaucoup, on imagine, et puis au moment de faire, c'est un peu plus compliqué. Et effectivement, il faut des infrastructures. Vous savez que le premier sentiment d'oubli, en 2017, on avait fait un grand tour de France, on avait interrogé beaucoup de Français. On avait fait des réunions bien avant les grands débats d'ailleurs du président Macron. Et le sentiment d'oubli, le premier, c'était
y avait deux choses. Il y avait la mobilité et il y avait le numérique. De ne pas avoir accès à l'information, à la formation, ça c'était un sentiment d'oubli terrible, et la santé également. Mais en termes de mobilité, effectivement, aujourd'hui, on a passé une étape peut-être supplémentaire dans l'état d'esprit des gens. Tout à l'heure, je disais, je n'étais pas un écologiste de la première heure. Mais enfin, on voit bien tous que le monde change et qu'il faut qu'on amène notre pierre à l'édifice. Et nous, en termes de fédération, on travaille beaucoup, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sur la décarbonation de nos métiers. Parce que l'idée, c'était de dire, plutôt que d'être toujours en réaction à, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'être proactif? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour réfléchir, pour aider notre pays, nos concitoyens? Et c'est tout le travail qu'on est en train de faire. On parlait d'infrastructure, donc l'Enedis, on est dans une péninsule énergétique ici, on parlait d'infrastructure, on parlera notamment d'électrique et d'hydrogène tout à l'heure. Il y a un défi quand même qui est celui de pouvoir... l'électrique, ça veut dire beaucoup de consommation. Quand on est dans une péninsule énergétique comme c'est le cas ici, comment est-ce qu'on se prépare à une nouvelle consommation de la mobilité? Alors on a tendance à expliquer qu'en fait aujourd'hui l'impact des rénovations énergétiques sur les bâtiments se voit sur les courbes d'appel de puissance et de consommation, et qu'on voit même des baisses sur certains territoires, y compris sur le nôtre, et que les enjeux de mobilité électrique vont simplement venir compenser cette différence-là. Donc aujourd'hui, l'enjeu il est plus d'accompagner les infrastructures très locales, où on pose une borne, où le tram va passer. Donc c'est des enjeux de réaménagement très local de l'infrastructure, plutôt que vraiment d'amener de la puissance. Même sur la Côte d'Azur, la puissance, elle est là, quoi. C'est bien, ça rassure. Monsieur Cavagnier, Monsieur Nègre, vous êtes tous les deux au sein du Conseil d'orientation des infrastructures. Comment est-ce qu'on impulse, comment est-ce qu'on conseille les collectivités à faire les bons choix sur la mobilité décarbonée? Oui. Sur la mobilité décarbonée, c'est relativement simple. Comme l'a dit tout à l'heure le président Cavagnier, on s'aperçoit que ces idées environnementales au sens large, écologiques, sont en train de percoler dans la tête de nos concitoyens. C'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a quelques années encore, on ne nous aurait pas posé ce type de questions. Aujourd'hui, on nous les pose et on s'aperçoit qu'il y a une évolution des mentalités. Et donc, à partir du moment où il y a une évolution des mentalités et une prise de conscience du problème, alors là, on peut agir. Parce qu'à ce moment-là, quand vous avez cette prise de conscience, le politique, finalement, surfe sur la vague. Alors, il peut anticiper, il peut aider, il peut faire en sorte que... mais on est là pour ça, d'ailleurs. Bon. Mais en même temps, je constate qu'il y a justement cette avancée dans les mentalités. Alors, ça permet d'aller très loin et très vite, et plus vite. On est en train de développer sur la métropole non seulement le réseau de 2009 qui avait été voté en 2009 pour 2030, on est en avance de plusieurs années. Pourquoi? Parce que justement, on est en phase avec cette évolution des mentalités, et donc grâce incontestablement au soutien de la Caisse des dépôts derrière, on a effectivement des prêts parce que nous sommes des gens sérieux avec des budgets équilibrés, donc on nous prête de l'argent à des taux aujourd'hui qui sont tout à fait intéressants, ce qui va permettre de développer plusieurs. J'ai assisté, puisque j'étais premier vice-président déjà à l'époque, au combat pour installer la première ligne de tram à Nice. Ça a été un vrai combat politique parce que justement, je fais la différence, à l'époque, les esprits n'étaient pas prêts. Maintenant, on en est à développer 1, 2, 3, 4 pour revenir à Cannes-sur-Mer, 5 pour aller sur le Paillon, développer du BHNS, de faire des parcs relais, 5000 places, de faire du vélo, du covoiturage. Enfin, bref, on n'arrête pas. Et il y a une demande et ça marche. Monsieur Cavagnier. Quand je vous parlais à l'instant de ce qu'on faisait à la Fédération, il y a quelques années, on ne l'aurait pas imaginé. Imaginons comment on peut décarboner nos métiers. On travaille avec un cabinet qui s'appelle Carbone 4, qui n'est pas du tout dans notre, j'allais dire, très proche de nous. Donc il nous oblige aussi à nous remettre en cause. Mais quand vous travaillez sur la construction, sur l'acte de construire, l'empreinte carbone est à peine de 4%. C'est-à-dire quand vous travaillez sur le matériel, sur les matériaux,
Donc on s'est dit, ça ne suffit pas à 4%, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous travaillez par contre sur l'utilisation des infrastructures, sur la mobilité au sens large, vous montez à 54%. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on y met dessus, est-ce qu'on y met des vélos, est-ce qu'on y met des voitures, est-ce qu'on y met du transport en commun, est-ce qu'on fait de la route recyclable, est-ce qu'on met de la route solaire, bref. Et là, vous commencez à avoir des marges de manœuvre. Donc là, on participe aussi à diminuer l'empreinte carbone. Et puis, il y a quelque chose dont on pense peut-être pas assez, c'est l'entretien des infrastructures. Vous disiez tout à l'heure, quand on parle d'énergie, finalement, on le voit très rapidement, mais pensez à l'eau. Quand vous savez qu'il y a 25% de l'eau qui part dans la nature, de l'eau qui est payée, de l'eau qui est traitée, là aussi, si on entretient davantage, on va faire des économies de construction, des économies à long terme. Quand hier, j'ai vu tout ce qui s'était passé. Alors, je ne vais pas dire que c'est l'entretien qui a causé tout ça, mais plus on entretient, plus on a des infrastructures durables. Et en termes d'innovation, pour le coup, demain, on va construire un peu différemment. On va pouvoir, sur des ouvrages de génie civil, avoir des capteurs qui vont mesurer. On peut parler de jumeaux numériques. Enfin bon, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui et qui vont nous permettre demain de mesurer, d'entretenir et de diminuer cette empreinte carbone. Donc tout ça participe à la pédagogie, pour reprendre votre question par rapport aux élus locaux. Et je pense que on avance tous ensemble. Alors je ne sais pas si c'est les élus locaux en premier, si les entreprises. En tous les cas, il y a un mouvement qui fait aujourd'hui qu'on avance là-dessus. Et encore une fois, à la fin, il y a quand même le financement qui est le nerf de la guerre. Pour revenir au débat tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir des paroles et tout, il faut qu'on agisse. Bon, on voit qu'ici, ça bouge pas mal. Et je pense que là, on peut tous travailler ensemble, avec la Banque des Territoires qui finance beaucoup, qui est essentiel, avec les producteurs. Je pense qu'on ne peut pas uniquement travailler seul dans son coin. Il faut qu'on amène tout le monde vers plus de transition écologique. Richard Curnier, vous le disiez tout à l'heure, enfin Louis Nègre le disait, mais vous avez financé la première ligne du tramway, c'était très innovant à l'époque. Et comment vous regardez les dossiers que vous amènent les collectivités et financez parfois des projets qui peuvent paraître pas dans l'air du temps? Alors, j'ai bien aimé, monsieur le maire de Cannes, quand vous dites changement de mentalité. Ça, c'est important, parce qu'en fait, on passe aujourd'hui d'une société de possession à une société d'utilisation. Voilà, donc, on est sur des nouveaux modèles économiques. Je pense à l'autopartage. Hein, et vous avez City Scoot, alors c'est plutôt motopartage d'ailleurs. Et en fait, alors, on a une casquette prêteur, puisqu'on a prêté à la collectivité sur la ligne 1, la ligne 2, mais on a une casquette d'investisseur. Et sur des nouveaux modèles économiques où les banquiers ne vont pas aller, donc là, on s'associe avec des porteurs de projets. C'est ce que nous avons fait avec City Scoot. Nous avons fait ça aussi sur Marseille avec les Totem Mobi. Nous travaillons aussi à Nice sur Urban Code. C'est une plateforme de véhicules électriques qui met à disposition auprès des VTC. On est sur des sujets comme ça. Donc on voit bien qu'il y a un changement de mentalité. Changement de mentalité, c'est des nouveaux modèles économiques qu'on a du mal à appréhender et sur lesquels nous, la Banque des Territoires, justement, on est là pour prendre une participation pour aider le porteur de projet et éviter les premiers écueils justement de la création d'entreprises. Voilà. Ça, c'est des sujets importants. Il y a des sujets aussi que je voulais évoquer, c'est le sujet du dernier kilomètre. Mentalité, progression du nombre de colis et ça, on voit bien avec une plus 15 à 20% de progression des commandes par Internet, on voit bien ce que ça peut faire aussi sur la circulation, sur les entrées des villes. Et encore ce matin, on a eu quelques difficultés à accéder. Et donc là, on travaille avec nos cousins, La Poste, pour travailler sur des solutions de livraison grâce à des véhicules propres pour rentrer dans les villes. Donc c'est des sujets quand même très importants et ça aussi c'est des sujets liés à des changements de mentalité. Et enfin j'en profite, c'est sur la navette, hein, les navettes autonomes également, un changement de mentalité. Nice Côte d'Azur, la métropole et le président Estrosi, il y a à peu près maintenant 1 an et demi, 2 ans, on avait signé le premier contrat de territoire d'industrie à Carrosse. Et nous avons inauguré, je sais qu'il y a une personne de l'IRMED, mais nous avons aussi expérimenté, Président, la navette autonome MIA dans le quartier. On en reparlera tout à l'heure. Voilà à peu près. Donc tout ça, voyez, donc on a notre casquette investisseur, on est là à côté des porteurs de projets pour crédibiliser
à la fois le tour de table, parce qu'on sait très bien que ce sont des modèles économiques innovants et c'est difficile d'accéder à la dette dans un premier temps. Absolument, oui, surtout sur l'innovation. Enedis, vous avez un département mobilité et innovation. Pourquoi ? Oui, parce que c'est un enjeu très fort pour nous. Alors l'innovation, bien entendu, puis la mobilité, on commence à en parler de plus en plus, la mobilité électrique notamment. Il faut savoir que 40% des gaz à effet de serre proviennent du transport aujourd'hui. Et que voilà, c'est un enjeu majeur d'accompagner les collectivités et la métropole pour accélérer et renforcer encore le développement et l'utilisation du véhicule électrique. On voit bien aujourd'hui que toutes les publicités des constructeurs aujourd'hui sont sur de l'hybride rechargeable ou de l'électrique. Et donc quand on travaille sur ces sujets-là, il faut développer nouvelles modalités d'accompagnement. Alors, le premier, c'est autour des schémas directeurs d'implantation des IRVE. Il y a un nouveau décret qui vient de sortir, qui va permettre de faciliter le financement par Enedis d'une grande partie des raccordements de bornes IRVE, pour autant qu'il y ait un schéma directeur construit et identifié. Donc, c'est ce qu'on fait avec les équipes de l'UNEGRE. Et ça, c'est important. On met aussi à disposition des équipes de la métropole un nouvel outil qui permet de positionner un projet de raccordement d'IRVE par rapport au réseau et pour optimiser pour savoir si le réseau peut l'accueillir facilement ou pas. Et donc pour lui donner une première idée du financement associé. Donc ça, c'est un enjeu vraiment particulier. Deuxième enjeu très très fort, et je vous donnerai un petit scoop, du coup, c'est l'IRVE dans le collectif. Parce qu'aujourd'hui, 90% des recharges se font soit au domicile, soit sur le lieu de travail. Donc les IRVE dans le domaine public, ça complète l'offre, et ça, notamment dans certaines zones peut-être plus compliquées d'accès, et sur les autoroutes, parce qu'on a beaucoup d'objets aussi sur des recharges rapides sur les autoroutes. Pour autant, il faut donner des solutions aussi sur les lieux de travail, mais d'habitation. Et comme vous voyez, sur la Côte d'Azur et sur la métropole, en tout cas dans sa partie proche de la mer, c'est très dense. Il y a un sujet sur l'IRVE collectif et de favoriser l'implantation de bornes dans les parkings des copropriétés. Donc là, il y a un amendement qui est en train d'être établi pour permettre à Enedis de préfinancer l'implantation des bornes, parce qu'aujourd'hui, le frein, c'est les copropriétaires qui n'ont pas forcément envie de financer la borne du voisin. Donc nous, on préfinancerait. Donc ça serait reste à charge zéro pour la copropriété. Donc ça, c'est le premier sujet qui va permettre d'accélérer ce dispositif. Et deuxième point important, c'est qu'on est les premiers sur Côte d'Azur. Hier, à l'Assemblée Générale de la Fédération des électriciens des Alpes-Maritimes, on vient de convenir d'un partenariat pour leur confier à ces entreprises de locales d'électricité l'étude et la réalisation de ces réseaux, alors on appelle ça nous des colonnes horizontales, donc permettre pour notre compte de réaliser ces colonnes horizontales qui faciliteront ensuite l'implantation de bornes. Donc on a des projets, et ça vu de nous, c'est plusieurs millions d'euros dans les années qui viennent, cet enjeu-là. Donc mon département qui s'occupe de ça est là et Monsieur le maire les connaît bien. On fait travailler l'économie locale. Là, on fait travailler le local. On fait travailler nos entreprises, nos artisans. C'est du gagnant-gagnant. C'est bon pour tout le monde. Et donc, on s'aperçoit qu'en intervenant au niveau national, avec ces modifications législatives absolument indispensables. Sinon, on s'aperçoit qu'on bute sur un certain formalisme qui fait que ça n'avance pas beaucoup. Mais avec ça, je pense qu'à partir du moment où on peut préfinancer, ça va faciliter énormément les choses. Si on s'entend avec les acteurs locaux pour créer et pour mettre en place, l'économie elle-même se portera encore mieux localement. Donc, c'est pour moi du gagnant-gagnant. C'est très vertueux comme système. Bruno Cavagnier, c'est important justement cette évolution législative. Ah oui, je souriais parce que j'ai l'exemple à Toulouse où je suis, où j'ai ma société, où on est plusieurs en copro. Et ça fait des mois qu'on essaie d'installer des bornes. Voilà, et c'est l'enfer, parce qu'il y en a toujours un qui dit « mais j'ai pas de voiture électrique ». Voilà, donc on me branche sur les prises où il vous faut 4 ou 5 heures pour brancher. Puisque moi je suis passé, j'ai une petite Smart électrique. L'inconvénient, c'est que ça a assez peu d'autonomie. Vous voyez, donc il faut la brancher assez souvent. Et ça fait partie des choses très, très matérielles quand même qui nous impactent. Et puis ce que je voulais dire également, tout à l'heure on parlait d'hydrogène, d'électrique. Vous savez qu'on a eu un grand débat sur le GNR, le gasoil non routier, où le gouvernement voulait nous remettre en cause un avantage entre guillemets fiscal. On a réussi à nouveau à
le reporter dans le reporter. temps. Oui. Mais c'était pas le reporter pour le reporter. Et moi, les discussions que j'ai toujours avec le gouvernement, c'est de dire aujourd'hui, si on veut, toujours pareil, faire plus d'écologie, on est d'accord, mais travaillons avec les industriels, parce qu'on voit bien que sur les matériels, que ce soit en termes électriques ou hydrogène, on n'a rien, ou quasiment, sauf sur des petites machines. Donc vous dites à des gens, il vous faut changer de modèle, mais on n'a pas de nouveau modèle. Donc c'est un peu compliqué. Et quand vous rajoutez à ça les ZFE, les nouvelles ZFE, il y en a ici, les zones à faible émission, vous vous rendez compte que là aussi, si on n'a pas des dérogations pour permettre d'arriver, de prendre un peu de temps, moi à titre personnel, il fallait qu'on change 8 camions. Donc vous dites à des gens, du jour au lendemain, les gars, votre modèle est fini. C'est pas comme ça qu'on arrive à faire changer les mentalités. C'est pour ça que je dis, il faut de la pédagogie, il faut accompagner les gens, les concitoyens, nos concitoyens, les entreprises. Encore une fois, moi je crois beaucoup à la pédagogie et au fait de travailler ensemble. Et c'est pas le coup d'arrêt qui dit maintenant c'est comme ça qui va nous faire changer rapidement. Donc on a un mouvement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois, qui est lancé, qui est dans la société. Quand vous discutez avec des jeunes, moi je suis frappé par ça. L'écologie est au cœur de leurs préoccupations. L'écologie, la société, quel est le sens de la société dans laquelle je vais rentrer. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est inévitable. En même temps, prenons un peu de temps. Et c'est pas parce qu'on dit on prend un peu de temps qu'on ne veut pas faire. Oui, monsieur. Non. Non. Ah bah, très bien. On va parler... J'aurais pu préciser quelque chose. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce qu'a fait l'industrie européenne en l'espace de 20 ans. Elle a eu 6 directives européennes qui sont tombées à peu près en moyenne tous les 3 ans. Et tous les 3 ans, on lui demandait de franchir un cap supplémentaire. Quand vous regardez les niveaux d'émissions de ces moteurs thermiques d'il y a 20 ans, c'est pas vieux il y a 20 ans, hein, eh bien c'est épouvantable par rapport à aujourd'hui. Donc cette industrie européenne a eu vraiment des contraintes majeures au niveau légal. Elle a effectivement beaucoup protesté pour être dans le coup, mais elle y est arrivée. Elle y est arrivée. Et donc, cette contrainte légale doit accompagner. Alors, je rejoindrai Bruno. Hein, il faut un peu moins de rigidité absolue, un peu plus de souplesse. Mais alors, les objectifs sont simples. Il faut décarboner. Il faut décarboner pour 2 raisons. La première, c'est une raison de santé publique locale. Nous tous ici, si on ne décarbone pas, on a des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre touchent nos poumons. Quand vous allez en Chine, vous avez 12 voies de circulation automobile bloquées. Tout le monde s'arrête. Pourquoi ? Parce que l'embouteillage sur 12 voies. Donc on sait bien, même en Chine maintenant, que la voiture toute seule ne répondra pas. Donc, il faut passer par les transports collectifs. Et donc, la décarbonation, c'est d'une part la santé publique de chacun d'entre nous, mais c'est aussi la santé de la planète, tout simplement. Parce que le changement climatique, il arrive, on l'a vu avec Alex, c'est une catastrophe. Donc, à nous de prendre en sorte. Et là, c'est aussi très vertueux que de faire de la décarbonation. C'est un objectif sur lequel tous, et j'ai plaisir à entendre la Fédération du bâtiment nous dire, nous aussi... Les travaux publics, ne le vexez pas. Les travaux publics, non, surtout pas. Oui, non, oui, le président national. Bon, donc, bien, j'ai plaisir à entendre que cette industrie, derrière, parce que c'est une industrie lourde, bon, eh bien, elle aussi, elle anticipe, elle s'avance et elle a des leaders qui ont envie de faire bouger les choses. On en arrive au changement de comportement. Et quand vous avez la base et les chefs qui bougent, on a quelques chances d'y arriver. Quand vous parlez de changement de comportement, de mentalité, Bruno Cavagné le soulignait tout à l'heure, c'est de ne pas opposer l'aérien avec la route, le rail aussi, où vous disiez, je crois, qu'il manque encore d'investissement. Sur le rail, je rebondis sur ce que disait le président Cavagné. On a fait une erreur majeure. On s'en aperçoit plus ou moins. L'erreur majeure a été de faire un TGV, qui était une vitrine extraordinaire, que tout le monde, effectivement, soutient et en est fier, moi le premier. Et en même temps, toute notre infrastructure, c'est-à-dire plus de 20 000 kilomètres de lignes à côté, ne recevait pas les financements, on parle de financement, ne recevait pas les financements nécessaires pour son entretien minimal. Et il a fallu attendre l'analyse de l'école polytechnique de Lausanne
des Suisses, qui sont venus nous dire « mais c'est une catastrophe, votre réseau s'effondre ». Donc aujourd'hui, on s'aperçoit au Conseil d'orientation des infrastructures qu'il faut des milliards et des milliards et des milliards pour simplement rattraper ce que nous n'avons pas fait pendant une quinzaine, vingtaine d'années, c'est tout. Donc de grâce, innovons, lançons-nous, avançons, faisons le maximum de choses, mais n'oublions pas le patrimoine actuel. Voilà. Et ça, c'est bon pour les routes aussi. Justement, ne pas opposer l'aérien avec la route, avec le fer. C'est aussi un sujet ici sur le territoire. Bruno Gavagnier et Richard Curnier après. C'est important d'avoir un mix finalement. Ça aussi, c'est un changement de mentalité, d'accepter aussi que des entreprises ne prennent plus la route et choisissent un autre moyen. Non, mais un mix, évidemment, vous voyez bien que Louis Nègre disait sur le rail, entre les TGV, entre les trains du quotidien, entre les investissements qui ont été d'un côté et pas de l'autre, ça a mené des grands déséquilibres. Mais encore une fois, on ne peut pas dire plus d'aérien, plus de grande vitesse, que du quotidien, ou alors vous restez chez vous. C'est vraiment, moi, je parlais tout à l'heure de pédagogie et de bon sens, c'est au niveau des territoires, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Je vous parlais de fret ferroviaire. Quand on travaille sur le fret ferroviaire, on voit bien aussi qu'il faut travailler à partir des territoires, des besoins des industriels. Qu'est-ce qu'on veut faire? Le fret ferroviaire en tant que tel, seul, ne marche pas si on n'a pas de l'intermodal. Donc c'est tout ça, encore une fois, qui marche ensemble. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Les transports en commun, on voit bien aussi que c'est une nécessité aujourd'hui. Alors après, tout est une question de curseur. Vous ne direz pas à tout le monde dans les transports en commun, c'est pas vrai. Tout le monde dans le TGV, c'est pas vrai. C'est comment on maille le territoire, quelles sont les solutions. Je vous parle toujours d'exemples. Exemple toulousain que je connais bien. Quand vous voulez aller à Paris, soit vous prenez les navettes, je mets le Covid de côté parce que c'est un peu compliqué, la ligne TGV s'arrête à Bordeaux. Donc vous mettez plutôt de 5 heures pour aller à Paris. Alors vous y allez une fois de temps en temps, vous profitez du paysage, c'est sympathique. Si vous y allez toutes les semaines, ce qui est mon cas, ça devient un peu compliqué, même si on vous explique que vous pouvez travailler dans le train. Finissons les infrastructures et là vous avez du report modal et là vous pouvez mettre plus de gens dans le train parce que on est tous pareils. Vous regardez quelle est l'offre et vous prenez l'offre qui vous va le mieux. Donc c'est vraiment cette idée d'intermodalité et de mailler le territoire entre du ferroviaire, TGV ou dessertes locales, de l'aérien, des transports en commun. Voilà. Et il ne faut pas être dogmatique là-dessus. Je crois que c'est en travaillant encore une fois régionalement, localement, parce que encore une fois les élus locaux sont les mieux à même de voir ce qui est bon pour leur territoire qu'on avance. Richard Curnier, après Louis Nègre et Pascal. Oui, de toute manière, la mobilité doit être plurielle. On voit bien qu'il faut travailler sur les différents axes de mobilité. Nous sommes proches finalement des collectivités locales et on dit globalement, déjà, si on pouvait convertir les bus diesel en bus électriques, en bus au gaz, en bus à l'hydrogène, déjà, ça permettrait d'améliorer significativement le climat, l'atmosphère. Vous parlez tout à l'heure des problématiques de pollution. Là, ça réglerait quand même fondamentalement les choses. Je crois qu'à Marseille, j'avais noté qu'il y avait près de 500 bus. Donc si les 500 bus seraient convertis à l'électrique, vous voyez ce que ça peut générer en termes de qualité de l'air. Oui. Qualité de l'air, ça c'est quand même essentiel. Et donc on essaie aussi de travailler sur l'hydrogène parce que, je ne suis pas un spécialiste de l'hydrogène, mais tout le monde dit que l'hydrogène, c'est l'énergie de demain. C'est une énergie qui coûte cher. Là aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des modèles économiques, donc c'est toujours compliqué. Ces modèles économiques, on en revient malheureusement, mais comme nous sommes banquiers, on regarde ça en priorité. Et on essaie de travailler justement, que ce soit sur Nice, et on a des exemples notamment à Gardanne, où on travaille avec la collectivité sur des stations d'avitaillement pour les bus de la collectivité, mais aussi pour les bennes à ordures. Et on a un exemple aussi à travailler sur Toulon. Toulon, où on a travaillé avec la Chambre de commerce sur la création d'une station d'avitaillement pour les bateaux, pour les navettes maritimes, pour produire de l'hydrogène avec un électrolyseur pour justement alimenter les navettes électriques sur la rade. Oui, justement. Oui, Le maritime, c'est votre sujet.
Le maritime, non, moi je voulais juste que Louis Nègre réagisse aussi, mais d'abord, je pense qu'on n'oppose pas de toute façon hydrogène, électrique. Il y a des solutions diverses en fonction des enjeux, des contraintes techniques. Voilà, juste rappeler que l'hydrogène, il faut la fabriquer, hein, et donc il faut de l'énergie pour fabriquer de l'hydrogène, on n'en trouve pas comme ça. Donc c'est comment on la fabrique, cette énergie-là, c'est important. Hein. Je précise, on doit préciser que c'est de l'hydrogène décarboné. Oui, il me semble que c'est qu'il vaut mieux. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, 95%, c'est quand même malheureusement un hydrogène carboné. Nous sommes d'accord. Donc en fait, voilà. Après, des solutions de mobilité électrique, bus électrique, on en développe aussi sur la métropole avec les services de Monsieur Nègre. Hein. Donc c'est vraiment des projets qui sont en cours. Il faut aussi souligner le tram, hein, enfin la ligne 4, la ligne 5. Ce sont des gros projets d'infrastructure et le téléphérique aussi. Et le téléphérique, mais le câble. En tout cas, et tout ça doit se compléter. Il faut juste se dire que au quotidien, quand même, on parlait de l'intermodalité, du transport, mais au quotidien, pour les gens du territoire, c'est un vrai sujet hein, de pouvoir d'achat, hein, parce que éviter d'avoir une deuxième voiture, hein, je le vis pour mon épouse, hein, c'est un vrai sujet. Et quand on travaille à Valbonne et qu'on vit à Nice, aller à Valbonne aujourd'hui en transport en commun, c'est pas encore gagné. Quoi. C'est comme les 5 heures de M. Cavagny entre Toulouse et Paris. Donc c'est aussi au quotidien que ça se joue, ces enjeux-là, et je pense que voilà, la mobilité collective décarbonée, c'est aussi un gros enjeu dans lequel les métropoles et la métropole de Nice est très engagée. Tout à fait, et je rebondis là-dessus pour répondre en même temps à vous-même sur le réseau de bus. Bien. Aujourd'hui, je crois qu'on a de l'ordre de 300 bus à Nice. Eh bien, nous allons, en anticipation de la loi de transition énergétique, on va, en 2025, avoir plus que des bus décarbonés. Voilà la décision qu'a prise la métropole sous l'égide de Christian Estrosi. Donc là aussi, on est en pointe. C'est pas ce que nous demandait la loi. On précède, on anticipe, on va de l'avant. Mais si vous prenez aussi le téléphérique, par exemple, la ligne qui est prévue juste là derrière, vous pouvez la voir bientôt. Vous voyez à peu près la préfecture là-bas, eh bien, il y a un câble qui traversera tout simplement le Var pour atteindre Saint-Laurent-du-Var. Mais c'est extraordinaire. C'est un système simple, efficace, qui fonctionne et sur lequel nous avons des industriels français qui sont parmi les meilleurs dans le monde. Donc là aussi, on peut faire travailler des industriels, on peut avoir des usines en France qui travaillent et sur le top de ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. Mais on a d'autres projets de téléphérique sur la métropole, d'ores et déjà. Si vous rajoutez là-dessus que la ligne du train des Pignes, vous voyez, bon, même à Toulouse, ils connaissent le train des Pignes. C'était folklorique, sauf que vous avez un système de réseau de rails qui rentre à l'intérieur de la ville. Ça a été un héritage que nous avons. Elle a failli disparaître, cette ligne. Eh bien, on va la remettre en état et on va s'en servir comme d'un réseau de métro aérien. La ligne et je terminerai par là, parce qu'il y a quantité de projets qui sont en train de sortir, hein, parce que là, c'est du réel et du concret sur les TER. Les TER. Eh bien, si nous avions demain matin le même fonctionnement des TER sur la Côte d'Azur que vous pouvez le voir en Suisse, au Japon ou en Allemagne, vous auriez un train cadencé toutes les 10 ou 15 minutes. C'est l'objectif que nous visons. Il manque à l'heure actuelle 600 millions d'euros pour installer le RTMS, le nouveau système de signalisation européen qui va nous permettre d'atteindre ça. Nous intervenons régulièrement auprès du ministère pour obtenir. J'ai quelques idées qu'on va finir par débloquer déjà la partie Alpes-Maritimes. Eh bien, en 2025-26, par là, on pourra promettre de mettre un train qui sera cadencé à 15 minutes. À ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de la voiture. Pour aller par exemple à Monaco, pour aller à Cannes, vous prendrez le train. Et ça sera très très bien. Ça facilitera énormément les déplacements. Vous n'aurez plus de transfert, enfin, vous aurez un transfert modal décarboné. Donc vous êtes les rois du pétrole. Attention, le pétrole, c'est pas décarboné. Ben justement, terminé le pétrole. Juste une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de la table ronde. On a parlé d'hydrogène, on a parlé d'électrique. Comment on choisit la bonne énergie, justement? Comment on soutient l'innovation? Le spécialiste, c'est M. Dansonville.
Je pense qu'il y a plusieurs critères, hein, les critères de capacité, les critères de puissance associés, hein, suivant les objets. Les avions aujourd'hui, on ne sait pas les faire encore trop en électrique, hein, typiquement. Donc voilà, il y a tout un tas de solutions qui se développent et puis l'innovation va très très vite, hein, sur ces sujets-là. Vous parlez tout à l'heure des bus, enfin des camions à hydrogène, ça commence à arriver quand même, mais même des grosses puissances, hein. Nous, sur des groupes électrogènes à hydrogène, on commence à les étudier, on va les tester sur la Côte d'Azur aussi, parce que ça a aussi un impact, hein. Nos gros groupes diesel là, qui viennent nous aider à pas couper les clients quand on fait des travaux, c'est important. Donc je pense que rien ne s'oppose, voilà, tout se complète. Il y a beaucoup d'innovations dans tous les sujets, dans l'électrique, dans l'hydrogène, dans de formes d'accompagnement. Donc c'est une question. Il faut tout regarder finalement. En fait, c'est une question très complexe parce qu'elle est très 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 large en fonction des besoins et des attentes et des cahiers des charges, quoi. Louis Nègre et puis Bruno Cavagni. Grâce à un industriel français, Alstom, vous avez désormais des trains à hydrogène en Allemagne. Bien. Ils arrivent en France. Voilà, ça y est, on va les mettre aussi en France. Et donc, je suis de votre avis, ça dépend des circonstances, des lieux et de quel type d'objectif vous vous donnez dans ce domaine-là. L'hydrogène sera sans doute un des carburants de demain, peut-être même le carburant, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Il y a les problèmes de rendement énergétique et puis de décarbonation incontestable. Non, juste si on regarde la partie routière, si demain on est en train de développer les bornes pour recharger, c'est une question de maillage du territoire. Si demain vous avez une offre électrique partout sur le territoire, vous allez plus facilement y arriver. L'hydrogène, il y a un problème de rechargement d'hydrogène aussi, même si aujourd'hui effectivement on commence à avoir quelques matériels. Après c'est où est-ce que je refais le plein, Aujourd'hui, c'est la problématique. Donc, comment on choisit? Il y a un choix d'offres également. Les stations essence, c'est pas compliqué. Les bornes électriques, on est en train de le développer. L'hydrogène, ça mettra un peu plus de temps. C'est qu'une question d'offre qui deviendra de plus en plus décarbonée, à mon sens. Richard Grenier, pour finir. Oui, de toute manière, on parle de mix énergétique, on a aussi un mix sur l'ensemble des solutions, hein. Les solutions, elles vont être autour de l'électrique, du GNV, de l'hydrogène. Voilà.